osé, c'est pas déjà fait, hein? Et achetez-vous du sel, vos pelles, puis vos mitaines aussi. Merci d'être là. Musique d'actualité. Wake me up before you go. Avant de prendre le volant, là, avant de faire le téléphone, la prospection, quoi que ce soit, il faut être réveillé. Hein? C'est le mot d'ordre. Merci d'être présent. Merci et bienvenue à nos nouveaux. Je ne les nommerai pas comme d'habitude. Nos nouveaux auditeurs, avec ou sans permis. Il y en a qui doivent être patients, les permis s'en viennent. On va passer immédiatement à notre conférencier parce que le sujet d'actualité, puis il y en a pas mal à nous dire. Je vous présente Maxime Baillargeon. Maxime est un expert en informatique de la firme Pro-E-Tech de Saint-Sauveur. Vous aurez compris en l'écoutant que la cravate n'est pas un gage de compétence. Hein? Son sujet, arrêter d'être un idiot en cybersécurité. En passant, la question de la cybersécurité, c'est aussi une exigence de loi CIQ, tant au niveau des agences que des courtiers. Donc, le sujet, on a pensé, était très d'actualité, très pertinent. Je passe la parole à Maxime Baillargeon immédiatement. Et Maxime, es-tu prêt? Oui, monsieur. Parfait. Parfait. Cool. Bon matin tout le monde. Donc, je me suis donné le défi de faire la présentation la moins plate en cybersécurité. Merci d'être là ce matin. C'est un sujet qui n'est pas très séduisant. Donc, j'apprécie. Puis, en retour, je vous promets que ça va être facile. Vous allez finalement comprendre, puis on va avoir des actions faciles que vous allez pouvoir prendre. Donc, je vais présenter. Je passe à ma présentation. Parfait. Cool. Donc, ce n'est pas un hasard, là. Soyez pas des idiots en cybersécurité. Le titre est voulu. On veut être provocateur, puis on veut vous amener à prendre des bonnes actions, puis à faire des choses qui sont simples. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'informatique. Maintenant, on a une firme d'environ 15 employés qui fait de la consultation pour des clients. Donc, je comprends très bien d'où vous venez, puis c'est pour ça qu'on va faire ça facile. Donc, lors du jour, rapidement, il y a une introduction. On va parler des mots de passe de l'identité numérique, Internet, courriel et la sécurité des données. Donc, ça va être les 3 sujets principaux. Souvent, quand on parle de cybersécurité, la pensée populaire, c'est de dire je suis juste un petit individu, les pirates ne s'intéresseront pas à moi, ce n'est pas vraiment important, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Ça, c'est ce que le monde pense. La réalité, dans le fond, c'est que la majorité des attaques, ce n'est pas fait par un pirate dans son sous-sol qui veut vraiment dérober une grande banque. Les attaques sont automatisées ou semi-automatisées et ils visent, dans le fond, excusez l'anglicisme, les low-hanging fruit. Donc, dans le fond, ça ne vise pas les trucs qui sont déjà super sécurisés parce que c'est très complexe. Ça vise, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas des bonnes pratiques d'hygiène de sécurité. Puis le but de la présentation aujourd'hui, c'est justement d'essayer de ne pas être le low-hanging fruit, de ne pas être l'idiot pour se protéger de la majorité des attaques. Donc, on va beaucoup miser sur le facteur humain, sur ce que vous pouvez changer facilement, dont la référence à la loi de Pareto, qu'on va viser le 20 % des efforts qui vont se protéger dans 80 % des cas. Dans le fond, on est réaliste ce matin. On ne fera pas de vous des experts en cybersécurité. On va juste faire de vous des gens moins idiots en cybersécurité, de là le titre de la présentation. Donc, you got this, c'est des choses que vous allez être capable de prendre des actions à la fin de la présentation. Stressez-vous pas s'il y a des choses, des outils qu'on parle dans la présentation, elle va vous être envoyée après. Donc, les outils desquels on va parler, vous allez être capable de les télécharger puis de les retrouver. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Donc, on tombe dans mot de passe et identité numérique. Malheureusement ou heureusement, Desjardins a mis le spotlight justement sur la sécurité informatique il y a, je pense, maintenant 2 ans.
Donc, ce qui s'est passé pour ceux-là qui n'auraient pas suivi l'actualité, il y a une banque de mots de passe qui a été, dans le fond, mis public sur le Darknet des utilisateurs de Desjardins. Là, déjà, ça, c'est une des problématiques qui montre que monsieur et tout le monde peut se faire avoir au niveau de la sécurité. Ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, que vous compreniez, c'est que le gros problème était, oui, d'avoir les mots de passe de Desjardins publics, mais surtout, les gens qui utilisent le même mot de passe pour à peu près tous les sites Internet dans lesquels ils vont, en réalité, en ayant leur mot de passe de Desjardins public, ça donne les clés de plusieurs sites qui pourraient aussi, dans le fond, être accédés par le même mot de passe. Donc, vous aurez compris rapidement que l'action facile ici, c'est d'avoir des mots de passe qui sont uniques pour la majorité des sites web. Puis je dirais le minimum, parce que ça peut paraître gros de changer les mots de passe partout, c'est peut-être de séparer en deux listes, de voir les sites que vous trouvez importants versus les sites que vous ne trouvez pas importants. Les sites que vous trouvez importants, ces sites-là, ça prend un mot de passe qui est différent d'un à l'autre. C'est super important. Vous avez probablement un top 10 de sites qui sont importants. Ça fait beaucoup de mots importants, je suis désolé. Donc, il faut prendre une action. Ça prend des mots de passe qui sont complexes, qui sont difficiles à retenir, difficiles à dire. De là, les outils recommandés ici. Ces outils-là, pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler, qui existaient des outils de mots de passe, c'est des gestionnaires de mots de passe assez faciles à utiliser qui vont créer des mots de passe super complexes pour vous, que vous allez pouvoir aller changer les mots de passe des différents sites avec. Donc, 1Password, Dashlane, LastPass, c'est les outils que nous, on recommande pour faire la gestion des mots de passe. Ensuite, il y en a peut-être qui ont déjà vu certains sites qui proposent de faire l'authentification deux facteurs. Ce que c'est l'authentification deux facteurs, c'est le fameux « j'essaie d'aller sur un site, ça m'envoie un message texte pour dire voici ton code unique pour te connecter ». Ça, dans le fond, l'étape la plus facile, c'est de l'activer dans la majorité des sites que vous pouvez. Si on vous propose l'authentification deux facteurs, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va vous causer du trouble ou qui va être compliqué. C'est un outil qui est relativement facile à mettre en place. Puis qui va, dans le fond, sécuriser. Dans 99% des attaques vont être arrêtées avec l'authentification deux facteurs. Fait que s'il y a une seule chose aujourd'hui que vous devez faire, c'est dans le fond de mettre à on l'authentification deux facteurs sur les sites qui vous le permettent. Vous utilisez la suite Google pour les courriels. J'imagine que par défaut, elle est déjà activée par Royal Lepage. Ça, c'est un exemple concret, dans le fond, d'une bonne pratique. Après ça, vous avez vos comptes Apple. Probablement qu'il y a beaucoup de vous qui ont des iPhones avec des comptes iCloud, même chose. Facebook, les banques, dans le fond, partout, vous pouvez l'activer. C'est déjà, ça, c'est la base, dans le fond, d'utiliser l'authentification deux facteurs, même si ça paraît comme quelque chose qui peut être un peu plus difficile puis qui demande un peu de temps, ça vaut vraiment la peine de le faire. Dans le fond, on passe au prochain sujet qui est Internet et courriel. Dans le fond, mon petit GIF ici montre justement que cliquer à la mauvaise place peut causer différents problèmes, peut, dans le fond, venir encrypter les données qui sont dans l'ordinateur, envoyer des courriels à toutes sortes de personnes, prendre le contrôle de vos comptes Facebook. Je pense que je suis certain que chacun d'entre vous a vu un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose qui était hors de son contrôle, que ce soit un message sur Messenger de quelqu'un qu'on connaît, qui n'a pas d'allure, qui dit quelque chose qui n'a pas rapport, ou encore un courriel de quelqu'un qui dit « Ah, as-tu vu la photo de moi? » Dans le fond, c'est tous des exemples que je suis certain que vous avez vus au moins une fois ou au moins entendu parler. C'est normal. La statistique, c'est qu'en 2020, vous aviez 75% de chances de faire face à une attaque de phishing. Dans le fond, ça s'appelle du phishing, le terme technique pour ce genre d'attaque-là. Donc, mon but, c'est de vous sensibiliser pour pas que ça arrive. Donc, j'ai 3 trucs. Le premier truc, c'est assez niaiseux, mais souvent, le monde, il clique dans un moment de panique. Quelqu'un reçoit un courriel, dit « Ah, tu ne peux pas croire la photo que j'ai vue de toi. » Le monde, il panique, puis il clique. Puis après coup, quand on en parle avec eux, ils disent « Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. » Donc, je pense que de faire attention où on clique, de ne pas s'énerver sur Internet, de ne pas s'énerver sur les choses qu'on reçoit, de toujours garder ça en tête, va vous sauver beaucoup de problèmes. Le truc numéro 2, c'est d'utiliser un ad blocker. C'est quoi ça, un ad blocker?
Ce n'est pas super complexe. Quand vous naviguez sur Internet, que vous utilisez Google Chrome, Firefox ou encore maintenant Microsoft Edge, c'est une extension que vous pouvez mettre dans votre navigateur qui va bloquer les pop-up, les publicités, puis toutes les choses qui pourraient être malveillantes sur Internet. Parce que ça aussi, c'est une autre source. Vous pouvez naviguer sur Internet, avoir un pop-up qui dit « Clique ici, tu as un problème avec ton ordinateur. » Puis dans la réalité, on fait juste installer la cochonnerie sur l'ordinateur. Si vous utilisez un ad blocker, vous avez beaucoup moins de chances de cliquer ici parce que ça va être bloqué avant même qu'il vous apparaisse à l'écran. Donc ici, j'en mets des recommandés, AdBlock, uBlock, AdGuard. Il y en a beaucoup plus qui existent. C'est les 3 principaux sur le marché. Et ensuite, un truc qui s'applique particulièrement à vous qui utilisez Google pour les courriels avec Royal Lepage, c'est d'utiliser Gmail ou Google Workspace dans votre cas, dans votre navigateur web. Donc, surtout ceux-là qui sont sur Windows, c'est d'éviter d'utiliser Outlook. Ceux-là qui sont sur Apple, d'éviter d'utiliser Apple Mail, puis de vraiment aller dans le navigateur. Pourquoi? J'illustre un exemple ici en bas. Il y a une protection qui est intégrée dans Gmail qui va, dans le fond, vous donner des avertissements quand des courriels pourraient justement être des tentatives d'arnaquage. Donc, c'est super évident, c'est rouge, c'est gros, c'est dans le fond d'expérience. Je n'ai jamais vu qui que ce soit qui a infecté son ordinateur en utilisant Gmail directement. Puis j'ai vu des dizaines de cas de personnes qui ont infecté leur ordinateur en utilisant des logiciels comme Outlook. En fait, Outlook est probablement celui qui est le plus commun sur Windows. Donc, on peut éviter en utilisant directement d'aller sur gmail.com, entrer votre courriel de Royal Lepage, rentrer dans Gmail avec l'authentification 2 facteurs. Vous allez éviter presque tous les problèmes. Sur le volet personnel, je vous recommande aussi d'utiliser une adresse Gmail plus qu'une adresse Hotmail. Probablement qu'Hotmail est le fournisseur dans lequel on a vu le plus de problèmes de courriels qui se faisaient infecter, de courriels qui dans le fond, des spamware qui prenaient le contrôle des boîtes de courriel. En utilisant Gmail, des cas comme ça, je dirais que c'est peut-être 1 versus 100 qui sont dans Hotmail. Donc, je vous recommande aussi au niveau personnel d'avoir votre Gmail personnel. Au niveau professionnel, d'utiliser votre Royal Lepage avec la suite Google. Puis, un autre truc dans le téléphone, c'est moins problématique, mais il y a l'application Gmail qui fonctionne aussi très bien pour vos courriels Royal Lepage. Fait que ça, ce n'est pas nécessairement un truc de cybersécurité parce que sur le téléphone, on a moins le problème que sur l'ordinateur. Mais l'application Gmail, moi, je l'utilise personnellement à tous les jours pour nos comptes d'entreprise. Puis on recommande aux clients aussi d'utiliser directement l'application Gmail versus l'application dans le téléphone. Donc, le volet sécurité des données. Dans le fond, souvent, le monde, ils vont mettre des données sur le bureau. Le bureau est souvent une section où que le monde store leur dossier. C'est super cool, c'est pratique, on retrouve les affaires facilement. Par contre, le bureau, dans la majorité des cas, fait partie de l'ordinateur. Si l'ordinateur brise, il arrive quoi que ce soit, dans le fond, le bureau est perdu. Puis là, je dis le bureau, mais ça peut être les autres endroits de stockage dans l'ordinateur. Puis souvent, le monde n'a pas nécessairement backup, surtout dans un monde de travailleurs autonomes comme vous l'êtes, qui n'a pas nécessairement une grosse infrastructure derrière qui dit vous mettez des données dans le serveur, dans des dossiers de clients, chacun est responsable de son classement de dossier. Heureusement pour vous, dans le fond, c'est facile. On peut mettre les données dans le nuage, dans le fond, puis votre nuage à vous, il s'appelle Google Drive. Il fait partie de la suite Google qui vous est fournie par Royal Lepage. Donc, les bonnes pratiques, c'est de classer, dans le fond, les données au fur et à mesure dans Google Drive, de ne pas les laisser s'accumuler sur votre bureau, de les classer avec un classement qui est simple, de ne pas juste avoir tout croche dans l'intérieur du Google Drive ou dans le bureau. Ça va vous sauver, dans le fond, toutes les choses importantes, s'ils sont dans Google Drive, sont synchronisés chez Google, il y a un backup qui est fait chez Google, puis Google devient responsable de votre perte, de ne pas perdre de données. Puis c'est un outil que vous avez déjà gratuitement avec Royal Lepage, donc ça serait un no-brainer de ne pas l'utiliser. Ensuite, conseil personnel pour vos photos, je peux comprendre que vous ne vouliez pas classer vos photos dans le Google Drive de Royal Lepage.
Si vous êtes un utilisateur Apple, parce que maintenant, les photos sont presque toutes prises avec des téléphones cellulaires, les photos personnelles. Moi, je conseille d'utiliser iCloud Photo, qui est un service qui n'est pas gratuit, mais qui vaut la peine. Chacune des photos que vous allez prendre avec votre téléphone ou votre iPad ou n'importe quel device Apple vont sauvegarder sur les serveurs d'Apple, donc vous ne perdrez plus jamais de photos. Puis je pense que c'est un prix quand même modique, c'est quelques dollars par mois. Si vous êtes un utilisateur Android, bien, il existe l'équivalent avec Google Photos, que lui aussi, je pense qu'il y a un forfait gratuit ou que sinon un forfait à quelques dollars par mois. Donc, au niveau des photos personnelles, vous ne perdrez plus jamais de photos. Puis je répète, évitez de mettre tous vos fichiers sur votre bureau puis d'avoir les fichiers pêle-mêle. Vous dites « Ah, c'est pas grave, c'est temporaire », puis dans le fond, la journée qu'il va y avoir un bris, vous allez simplement faire voler votre ordinateur, bien, dans le fond, le temporaire va devenir de jarret dondu. Fait que dans le fond, tant qu'à faire des jarrets dondus, je pense que vous avez tous les outils à votre portée pour mettre les trucs aux bonnes places. Donc, je ne sais pas, je suis où dans le temps. Amplement de temps. Parfait, ben, je peux prendre des questions. Donc, dans le fond, ce que vous devez retenir, l'authentification de facteurs, il n'y a aucune raison de ne pas la faire. Ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Ça va vous prendre 3 minutes par site important. Ça, dans le fond, il faut que vous le fassiez là, si vous ne le faites pas déjà. De changer les mots de passe des sites qui sont importants. Ça aussi, on ne peut pas mettre maison 4 pour tous nos mots de passe ou profit ++ ou peu importe le nom de votre chien, votre nom de famille avec votre date de naissance. C'est à éviter. C'est une question de temps avant qu'il y ait un problème avec un des comptes. Puis maintenant, on a tellement de comptes sur Internet. Il faut que vous preniez en main. Il existe des outils. Peut-être que ça va vous prendre une journée faire le ménage là-dedans. Mais cette journée-là, ben, malheureusement, il faut le faire. Ça va aller de pire en pire à toutes les années, les attaques de cybersécurité pour, dans le fond, obtenir les mots de passe. Donc, dans le fond, en ce moment, si vous n'avez pas eu de problème, c'est pas que vous puis que vous n'avez pas les bonnes pratiques, c'est juste que vous avez été chanceux. C'est une question de temps avant que ça arrive. Donc, je vous l'aurais dit, le meeting est enregistré en plus, fait qu'ils vont pouvoir vous le faire écouter si jamais vous avez des problèmes. Ensuite, installer un AdBlocker dans votre navigateur. C'est dans le fond sur Chrome. Faites une recherche, AdBlock for Chrome, uBlock for Chrome, puis c'est 3 clics, c'est fini. Vous allez, dans le fond, régler beaucoup de problèmes. D'utiliser Gmail, c'est peut-être un débat, je ne connais pas l'historique de votre entreprise, c'est peut-être un débat que vous avez déjà eu à l'interne, comme quoi que Gmail est difficile et compliqué, qu'on aime mieux être dans nos habitudes d'utiliser Outlook. Je pense que Gmail est quelque chose qui pourrait mériter sa propre formation. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Au niveau du volet sécurité, ça a des années-lumière de tout ce qui existe, donc c'est super important de l'utiliser. Au niveau de l'utilisation, je pense qu'il faut vous donner quelques mois à l'utiliser avant de devenir confortable et de voir les bénéfices. Puis je pense que ça pourrait être une formation, je pense de même, là, sur comment bien utiliser Gmail, parce qu'une fois qu'on s'est habitué, moi je retourne dans Outlook maintenant, puis je n'ai pas de repère, j'ai de la difficulté à l'utiliser, puis je suis perdu. Fait que je peux comprendre, ça va être la même chose quand vous allez entrer sur Gmail. Puis le dernier point, c'est de prendre le contrôle de ces données, puis d'utiliser les services en nuage pour les classer et finalement leur déléguer le backup puis la sécurité des données. Fait que c'est pas compliqué. Dans le fond, just do it. Dans le fond, maintenant, c'est à vous. Puis il faut consacrer un peu de temps puis le prendre sérieusement parce que si vous ne faites rien, il va arriver des trucs ou il va arriver des trucs dans un de vos collègues. Donc, c'est ça. Je serai prêt pour les questions. Une question, un commentaire qui est rentré ici, c'est que c'est quoi les dommages que ça peut créer? Attends, je vais juste départager mon écran parce que dans le fond, c'est plus nécessaire. Comment que je ferme ça? Share, stop share. Ça a marché? Oui. Parfait. OK. Les dommages que ça peut créer, dans le fond, premièrement, il y a un dommage réputationnel. Supposons que, dans le fond, je vais mettre dans le contexte du courtier immobilier, vous avez des listes de contacts dans votre téléphone, puis votre compte personnel Hotmail se fait pirater, mais il accède à votre liste de contacts professionnels, ça l'envoie, dans le fond, j'ai une photo de toi tout nu, dans le fond, clique ici.
ben, il y a un dommage réputationnel. On est des professionnels en immobilier. Je pense que, dans le fond, c'est super important de penser au dommage réputationnel. Même chose, vous allez faire une séance photo pour un client, votre ordinateur brise, vous perdez toutes les photos. Les photos, ça se reprend, on peut repayer le photographe, mais ce n'est pas super professionnel de faire affaire avec un courtier immobilier qui a perdu les photos ou qui a perdu quelques données que ce soit. Donc, je pense que le dommage réputationnel est probablement le pire, où votre compte Facebook se fait pirater, puis tout d'un coup, il monte des lunettes soleil à rabais parce que, dans le fond, vous êtes fait pirater puis a pris le contrôle de votre compte. Ben, ça, c'est le volet dommage réputationnel. Après ça, au niveau dommage de perte de données, je pense que personne, là, si on va dans le volet personnel, si vous perdez vos photos, c'est sûr que c'est poche. Puis souvent, il n'y a pas de miracle pour les récupérer ou il existe des miracles, mais c'est des solutions qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Puis ensuite, le genre de dommage, c'est le frein à la productivité. Le temps que vous allez perdre, la journée que vous allez avoir un problème, ça va probablement être 10 fois plus grand que les petites actions que vous auriez pu faire pour éviter que ça arrive. J'ai une question ici. L'authentification 2 facteurs, c'est quoi? C'est automatique ou est-ce que je demande ça? Je sais que je le dis tantôt, ouais. Mais... Effectivement, ce n'est pas automatique. Certains services commencent à l'exiger, dont Google. Probablement que quand vous connectez, il vous envoie un message. La question, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'a entendu. Authentification à 2 facteurs. OK, c'est ça, parce qu'il parle. OK, je comprends. On me pose comme question si l'authentification 2 facteurs, c'est quelque chose qui est automatique ou c'est quelque chose qui doit être activé. Dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui doit être activé. C'est quelque chose que de plus en plus les fournisseurs de services vont se mettre à exiger parce que ça règle presque tous les problèmes. Mais par exemple, je pense que dans vos comptes Google de travail, vous l'avez par défaut. Quand vous connectez, il doit vous le demander. Dans le fond, il doit vous envoyer un message texte ou quelque chose. Si ça ne l'est pas, il faut aller dans les paramètres. Puis là, d'un service à l'autre, les paramètres ne sont pas toujours à la même place. Ça peut demander une recherche Google, comment activer l'authentification de facteurs sur Desjardins, comment activer l'authentification de facteurs sur TD, sur, dans le fond, à peu près tous les services. Puis ça se peut qu'il y ait des services qui ne l'ont pas, mais la majorité des services où la sécurité est importante l'ont. Fait qu'il faut juste faire l'effort. J'ai ici des gens qui me demandent, quand tu te fais hacker, est-ce qu'ils peuvent ouvrir tes emails puis répondre puis niaiser avec? La vraie réponse, c'est peut-être. OK, ouais, ça, excusez. La question, c'est si jamais que vous faites hacker, est-ce que quelqu'un peut ouvrir les courriels, niaiser avec, envoyer différents courriels ou faire différentes demandes? La réponse, c'est peut-être. Il n'y a pas un cas qui est similaire, mais chose certaine, même si les attaques sont automatisées ou semi-automatisées, les attaquants, dans le fond, ils passent à un deuxième niveau quand ils savent qu'ils gagnent, prennent l'accès d'un compte. Et oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Généralement, ils vont vouloir répandre l'attaque le plus possible. Donc, ils vont envoyer des courriels en votre nom pour, dans le fond, essayer que la même arnaque aille le plus loin possible. C'est comme une chaîne sans fin. Fait que oui, dans le fond, considérez que si vous faites attaquer, quelqu'un accède à votre compte, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Puis ils peuvent accéder à tous vos autres comptes qui ont le même mot de passe. Possibilité d'avoir une formation sur le contenu du meeting, puis en même temps, il y a un autre aussi qui dit ouais, la page a des formations sur Google. Alors, parfait. Ça. Dans le fond, il y a quelqu'un qui demande s'il y a une possibilité d'avoir une formation plus approfondie sur le contenu du meeting. It's above my pay grade. Ça sera aux dirigeants de décider s'ils veulent aller plus loin à ce niveau-là. Puis il y a un participant qui dit aussi que Royal Lepage a des formations sur Gmail. Tant mieux. Je ne sais pas s'ils sont bien faits, mal faits, j'ai aucune idée. Je vous invite à aller les voir. Souvent, ce que j'ai vu, c'est que les formations sont très approfondies par des gens qui ne travaillent pas nécessairement avec les outils à tous les jours. Moi, généralement, on essaie de faire un blitz de 30 minutes qui répond aux frustrations. On préfère faire des formations qui répondent à des frustrations que de dire clique là, puis que le monde sont perdus. Bon point. Je ne vois pas d'autre chose. Peut-être juste un cas, là, puis c'est peut-être banal. Gmail puis le compte de Royal Lepage, c'est la même chose? Oui.
Ouais, là, je suis encore. Ouais, je ne suis pas muté. OK, ben dans le fond, toi, tu l'es. On me demande si, dans le fond, quand je parle de Gmail et Royal Lepage, là, parce que j'ai confond dans la façon que j'en parle. La raison pour faire, c'est que les Gmail est un outil de courriel personnel qui est répandu et qui est connu. Mais Gmail ont aussi décidé de faire une version, dans le fond, professionnelle en 2007, qu'à cette époque-là, ça s'appelait, je pense, G Suite. Donc, quand je fais référence à Gmail, ça s'applique autant pour Royal Lepage que pour vos courriels personnels. Le courriel Gmail de Royal Lepage est juste la version professionnelle de Gmail qui est payante, qui a du support et qui a plus de paramètres de sécurité. Mais techniquement, c'est le même outil. Même chose pour Google Drive. Quand je parle de Google Drive, dans votre cas à vous, je fais référence au Google Drive professionnel qui vient avec votre site Royal Lepage, mais il y a aussi Google Drive personnel qui fait partie d'un compte Gmail. Maxime, tes coordonnées, si quelqu'un voulait entrer en communication avec toi. Dans le fond, je vais l'envoyer avec la présentation. La dernière slide, il y a l'adresse de notre site Web. Sinon, on est situé à Saint-Sauveur. Dans le fond, sur le site Web, il y a le numéro de téléphone. Il y a moyen de prendre des rendez-vous. Dans le fond, on est là pour vous aider. Il n'y a aucun problème. C'est bon? On va prendre la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui sont peut-être plus perdus que d'autres. Hein? Maxime, vous avez constaté une chose, c'est que Maxime possède très bien le sujet, bien à l'aise avec ça. Et d'une part, vous allez recevoir la présentation, comme il vous a dit, et ça ouvre la porte à peut-être des questions. Et évidemment, Maxime ne fait pas ça bénévolement. Fait qu'à partir de là, si vous voulez centraliser vos questions avec la direction, on sera en mesure de peut-être parler à Maxime, puis finalement faire le tri des questions, puis aller chercher les réponses. Vous avez compris que c'est nous autres qui va payer pour avoir des bonnes réponses à ce moment-là. Maxime, un gros merci. Gros merci d'avoir, jusqu'à un certain point, démystifié le sujet. Et on réalise qu'on a beaucoup de travail à faire. En tout cas, moi, pour j'ai beaucoup de travail à faire. Il y a un ménage à faire. Et comme Maxime le disait, c'est tant que ce n'est pas arrivé, on ne le réalise pas, mais quel cauchemar quand ça arrive. Pensez-y, là, ça peut être l'enfer pour vous. Donc, suivez les consignes, vous allez recevoir la présentation, regardez ça, et de là, s'il y a des questions, venez. Merci Maxime, un gros plaisir pour le bénéfice de tout le monde. En nom de tout le monde, je te remercie. Autre sujet, rapidement, Sphère, évidemment, Sphère continue à donner des formations tous les mercredis de 30 minutes et ces formations-là sont enregistrées et disponibles sur le portail de Humania, tonintranet.com, dans le volet formation. Vous avez toutes ces formations-là qui sont enregistrées. De toute façon, ils vous ont été enregistrés. Pour ceux qui ne sont pas des auditeurs enregistrés, bien, vous pouvez avoir accès à toutes les formations, les réécouter. Sphère est complexe, mais Sphère est très précieux. Très, très précieux. Ça vous permet de vous démarquer et ça met de l'argent dans vos poches. Mot de la fin, on a pensé vous adresser rapidement, très rapidement, parce qu'on pourrait passer 3 heures là-dessus. Comment réussir votre présentation à un client vendeur? Il y a 2 éléments que je pense qui sont importants et que vous semblez oublier ou vous ne mettez pas de l'emphase dessus. C'est que le courtier immobilier a une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Votre avocat, quand il se présente en cours et il plaide votre cause, et malheureusement, le juge ne pense pas de la même façon que votre avocat, et vous perdez la cause, je vous garantis que vous allez recevoir une facture de votre avocat. Alors qu'en courtage immobilier, vous avez une obligation de résultat. Donc, tant que vous n'avez pas, monsieur et madame les vendeurs, tant que vous n'avez pas reçu de montant net dans vos poches, comme on avait convenu dans les négociations, vous ne me payez pas. Ça va? Hein? Et donc, quand vous allez me payer, c'est parce que le montant est dans vos poches, comme on a convenu. On a une obligation de résultat. Ça, dans les faits, c'est un élément tellement important. Il faut absolument l'adresser avec vos clients, les sensibiliser à cette réalité-là. Tant que vous n'avez pas votre argent dans vos poches, vous ne me payez pas. Quand vous allez me payer, vous allez m'embrasser parce que l'argent est retenu. L'autre élément, l'autre sujet qui me paraît très important à adresser, c'est, on l'appelle le thème de la garantie de satisfaction Humania. Vous savez,
Le contrat de courtage est résiliable en tout temps, à moins qu'on ait prévu la notion irrévocable, puis qu'on l'a mis dans la section autres déclarations et conditions et que le client a signé. Mais on ne vous recommande pas ça. On vous recommande, au contraire, d'écrire dans la section autres déclarations et conditions la garantie de satisfaction humaine. Qu'est-ce que c'est? Vous l'écrivez en tout temps, pendant la durée du présent contrat. Le vendeur pourra, à sa seule discrétion et sans aucun frais, résilier le présent contrat en envoyant un avis au courtier ou à l'agence préférablement. Vous pouvez le faire même avec les contrats de courtage achat. Quand vous avez lié, vous êtes lié. Ces deux notions-là, obligation de résultat, garantie de satisfaction et Humania, sont des éléments que, si vous les utilisez, vont vous permettre d'aborder le client et d'être capable de finalement signer des contrats de courtage quand le client est réticent, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis en amour avec votre maison, je l'aime, la chimie entre vous et moi est bonne et moi, je suis prêt à m'investir à temps plein pour vous accompagner dans votre projet. Donc, ça, c'était le mot de la fin. On se revoit dans 2 semaines. Donc, lundi, 6 décembre, on va être en décembre, oui. Lundi 6 décembre à 10 h avec un autre conférencier invité. D'ici là, merci, portez-vous bien et appliquez les normes de cybersécurité que Maxime vient de vous dire. Merci à vous tous. À bientôt.